Je dois monter sur Paris pour essayer de développer ma carrière. C'est directement les US. Moi, en fait, je voyais le truc comme un jeu vidéo, tu vois. Je me suis jamais dit, il faut que je perce, il faut que j'en vive. J'en avais rien à tu vois. J'étais vraiment... Ah ouais, rien à J'ai commencé à 14 ans à faire des instrus. C'est Chronique 2001, Jay Dilla, toutes ces découvertes à la Flying Lotus qui m'ont donné envie de faire de l'instrumental et pas poser, tu vois. Dès le début, je savais que je voulais faire que des prods. Il y a eu donc du coup la période où tu as disparu pendant à peu près 4 ans. Tu reviens avec Poison. Mais dans UNO, tu parles à un moment donné de dépression à 26 ans. En fait, ça m'a... Mais moi, c'est un flex pour moi, parce que j'en sors plus grand. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était une épreuve de ma vie que j'accepte. Comment ça a été la réception du public? Bah franchement, il y avait beaucoup... En fait, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai revu des gens qui étaient déjà là, tu vois. Il y a toujours des gens qui sont là depuis tant d'années. Et même, je me suis dit, c'est un nouveau challenge. Moi, je kiffe, tu vois. Pour moi, quand t'arrêtes d'apprendre dans la vie, c'est le moment où c'est redu, tu vois. Tu te fais chier, tu vois. Parlons d'un sujet un peu plus léger. T'as parlé de Call of, là. C'est quel bail? Comment ça se passe? Pourquoi tu te mets pas au stream? Aujourd'hui, bam, stream, Call of. En fait, je me suis ça prod en même temps. Je me suis déjà dit, je peux faire des streams, tu vois. Parce que moi, en vrai, dans la vraie vie, je suis un clown de malade. Genre, je dis des conneries tout le temps, tu vois. Comment tu vois la vision de ta carrière sur les 10 prochaines années? Faire des concerts et kiffer. Midsizer, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, frérot. Alors, tu penses peut-être que c'est la première fois qu'on se rencontre? C'est ça? En vrai. Hein. En fait, pas du tout. Ah ouais? On s'est rencontrés il y a plusieurs années de ça, chez l'un de tes collègues, Ichon. Ah ouais? Ok. En 2011. Ah putain, mais maintenant que tu me dis ça. Ouais. Je crois qu'il m'a déjà parlé de toi. Hein. Yes, on avait tapé une partie de basket ensemble. Mais non. Ouais. C'était la période où vous commenciez un petit peu bon gamin. Ok. Et je me rappelle très bien, j'ai une très bonne mémoire des fois sur des moments comme ça. Et je me rappelle que moi, j'étais déjà dans le blogging, etc. J'avais une plateforme. Et je me rappelle que A$AP Rocky venait juste de sortir Peso. Ouais. Et je me rappelle que tu étais l'un des rares gars, l'un des rares Français à savoir qui était A$AP Rocky déjà. Ouais. Et écouter le morceau Peso comme moi je l'écoutais, tu vois, parce que j'étais sur lui déjà depuis un moment. Il m'a traumatisé ce morceau. Oui, moi aussi il m'a traumatisé. Vraiment. Et même en fait, Purple Swag en vrai. Ouais. C'était quoi? C'est Purple Swag avant, je crois. Même, ouais, Purple Swag avant. Après il y a eu Peso. Et ensuite il y a eu Peso fou, et ça a explosé, tu vois. De ouf. Et après avec le temps j'ai su que c'était le marché français, c'était l'un de ses premiers marchés. Ouais. C'est pour ça qu'il est venu après sur Paris. Tu vois, je savais pas ça par exemple. Tu vois. Ouais, mais je savais qu'il y avait une hype. Ouais, grosse hype et tout. Ouais. Et donc du coup, t'étais dessus. Et je me suis dit, putain, ce mec-là, il est dessus. Ah ouais, mais il est beatmaker. Mais il doit être dedans, tu vois. Et ensuite, Ichon m'a expliqué que ça faisait un moment déjà que t'étais dans la musique et tout, et que t'avais bossé avec pas mal d'artistes, on va y revenir. Et depuis là, en fait, je te suis. Bah écoute, donc, ça fait trop plaisir. Voilà. Donc, venant de toi, un vrai G, très grosse culture et tout, c'est un honneur, moi. Ça me fait plaisir. Bah écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir pour ton nouveau projet, Hard. Merci. Ça fait plusieurs projets que tu sors. T'as eu un très long parcours dans la musique. Ça fait très longtemps que t'es là. En réalité, tu vois, je t'ai rencontré en 2011, mais j'ai réellement commencé à t'écouter, sans m'en rendre compte, un peu plus tôt, 2009 par là. Et c'est toujours Ichon. Pour le coup, je le crédite là-dessus. C'est lui qui m'avait fait découvrir à l'époque. Salut, mon Big Ichon. Ouais, gros big up à lui. Gros big up de ouf. Il m'avait fait écouter Joke à l'époque. Ouais, tu vois, nous, on était dans une ambiance cité, banlieue, où est-ce qu'on habitait. Ouais. Mais attends, quand on s'est vu, je te coupe vite fait, c'est quoi, basket à Rony là-bas? C'était à Montreuil. Ouais, à Montreuil, Rony, là. Et je jouais, moi? Ouais. Bon, t'étais pas très bon. Non. Mais on s'éclatait. C'était fun, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, j'étais plus très bon. Ça faisait un moment que je jouais plus. Mais c'était fun, tu vois. Ok. Bon, on m'avait déjà prévenu. Toi, t'es un mec de la musique. Donc, ouais. J'ai jamais prétendu être un bon sportif, tu vois. Non, attention, en moto, je suis bon. Ah, c'est vrai que t'es dans les sports de glisse. Beaucoup. C'est vrai. D'ailleurs, on pourra en parler un petit peu. Et donc, du coup, je t'avais écouté quand même avant sur Joke, sur Prêt pour l'argent. T'avais bossé dessus? Ouais. Luther Burger, tout ça? Oui, Luther Burger, tout ça, mais même avant. Je crois que t'avais pas commencé à bosser avec lui vers 2008, par là. Tu parles de comment il s'appelle son projet chez je me rappelle plus. Orgasmique. Toi, tu parles celui à l'époque où il était encore avec TTC. La cover où il est sur des nuages, là? Oui, c'est ça. J'étais pas dessus. T'étais pas dessus? Ok. Et moi, j'ai connu Joke par rapport à ce projet. D'accord, ok. Et pour l'anecdote, du coup, c'était l'époque Facebook en vérité, tu vois. Et genre, je l'avais DM, il m'avait répondu, on avait parlé. Et je lui avais dit... frérot, envoie-moi ton projet en MP3, j'aime trop. Il me dit, mais pourquoi je ferais ça? Genre, t'es qui, frère? Je dis, écoute, moi, je fais des prods, je t'envoie des prods, si t'aimes bien. En échange, tu me passes le projet. Et je lui ai passé des prods et il m'a envoyé son projet, tu vois. D'accord, ok. En tout cas, c'était cool parce que dès le départ, il y avait un peu cette... Tu vois, tu t'as fait partie un petit peu de cette bulle un peu
early, tu vois, hype, comme on pouvait dire, etc. à l'époque. L'ancienne New Wave. L'ancienne New Wave, ouais, exactement. Avec à l'époque Joke, Bilo Amsgood, il y avait pas mal d'artistes un petit peu. 3010, excellent. Voilà. C'était aussi l'entourage, Bon Gamin. Exactement. Et en fait, depuis, il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, moi, j'aimerais commencer par le début. Où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Et à partir de là, on va en venir jusqu'à l'actualité. Let's go. Je suis né à La Roche-sur-Yon. D'accord. Dans une ville qui est en Vendée, dans les Pays de la Loire, pas très loin de Nantes. Et j'ai commencé la musique à 14 ans. D'accord. J'ai commencé à 14 ans à faire des instrus. Et voilà, hein, c'est ça qui m'a... En fait, c'est Chronique 2001, Jay Dilla, toutes ces découvertes à la Flying Lotus, etc., Knowledge, qui m'ont donné envie de faire de l'instrumental et pas poser, tu vois. Dès le début, je savais que je voulais faire que des prods. C'est ce qui me touchait, moi, c'était la musique derrière. C'était pas vraiment les flows, les paroles ou les, tu vois, tout le reste. En même temps, c'était peut-être en anglais et du coup, pour toi, ça devait te couper un petit peu à l'époque. Ouais, mais même, je me suis jamais dit, il faut que je devienne rappeur, tu vois ce que je veux dire? Okay. Lorsque je me suis dit, il faut que je devienne beatmaker. Ouais, ok. Ça, c'était sûr. Depuis très jeune, tu vois. Et à l'époque, c'était quel logiciel? Parce qu'à 14 ans, enfin 89, donc c'était 2003. Fin 89, ouais. Donc 2003, c'est assez compliqué quand même de se procurer des logiciels. Comment ça se passe? Je te dis 14, mais j'avais peut-être 16. Ouais. J'avais peut-être 16 ans, un truc comme ça. Ouais. C'était Groovyj. Groovyj. Ça existe encore, ça? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ok. J'étais sur Groovyj et j'ai appris sur ça, surtout à faire des loops de samples. Ouais. Parce que moi, tu sais, il n'y avait pas les tutos sur YouTube, il n'y avait rien du tout. Moi, je connaissais rien du tout à la musique. Donc, j'ai appris à savoir que si tu voulais sampler un son, fallait partir du premier temps jusqu'au 4e ou 8e, bref, les nombres pairs, tu vois. Et ça crée une boucle. Ça, je le savais pas, tu vois. Mais ça, comment tu l'as su? C'est à force de le faire? Ouais, c'est à force de le faire, hein, c'est à force de le faire. Ouais. Et du coup, je commençais à y arriver. Donc, je faisais des loops de samples sur Groovyj. D'accord. Et ensuite, je les exportais et je les mettais sur FL Studio. D'accord. Il y avait déjà FL Studio. FL Studio, c'est quand même vieux, tu vois. C'est le premier logiciel que moi j'ai connu à l'époque. En fait, c'était le truc que je réussissais à me procurer en version gravée. En Rappi. Ouais. Pour moi, j'avais testé aussi. Hein, parce que comme tout le monde, on a été piqué. Donc, j'ai commencé à essayer de faire des prods. Mais c'était tellement éclaté, j'avais pas de patience. Donc, j'ai laissé tomber. Mais c'est vrai que Dre 2001, je l'ai vu dans une autre interview. C'est un projet qui t'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué une génération. Est-ce que tu penses que c'est l'un des projets qui a marqué le plus, on va dire, ta génération de beatmakers? Honnêtement, je pense qu'il en fait partie, ça c'est sûr. Comme je dis à chaque fois, en termes de mix, d'instru, de flow, de paroles, genre il y a zéro skip pour moi, tu vois. Donc c'est un album légendaire, donc je pense forcément qu'il a influencé des gens de ma génération, ça c'est évident, tu vois. Et en Vendée à l'époque, se procurer ces CD, comment ça se passait en fait? Alors t'avais une médiathèque qui était un peu nichée en vérité, t'avais des gars qui faisaient des bonnes sélections, tu vois. Ouais, en vrai, mais j'étais dans tout moi, tu vois, j'aime de tout, même encore aujourd'hui j'aime de tout. Moi j'aime la musique, pas forcément que le rap, j'aime la musique en général. Et du coup, il y avait une médiathèque et tu pouvais te procurer des CD, tu les louais, tu vois. Et donc, je me souviens, il y avait du Solar, du Triptyque. Il y avait quoi? Il y avait Rakim. Plein de trucs, que des bons scuds en vrai, tu vois. Donc, le mec, c'est une bonne sélection. Et sinon, pour l'acheter, j'avais un magasin qui s'appelait Mediastore. Mediastore. Voilà. Et mon premier CD que j'ai acheté, je crois que c'était Eminem. En vérité, je crois que c'était Eminem. Ensuite, il y a eu Dre Chronique 2001. Et je crois qu'entre-temps, il y a eu Alliance Ethnique, Fat Comeback. Alliance Ethnique, ok. Je l'ai jamais cité ça. Hein, si, je crois que je l'ai cité de temps en temps. Mais Alliance Ethnique, je me suis pris une claque de fou sur Simple et Funky, tu vois, tous ces sons-là, tu vois. De l'époque de mon grand frère et mon cousin, qui écoutait beaucoup Alliance Ethnique, et moi, j'aimais trop cette sonorité. Donc mes 3 premiers CD, je crois que c'était ça. Waouh, ok. Et après, ça s'est transformé en Fnac beaucoup plus tard, etc. Ouais, mais déjà, de base, tu pouvais te procurer ça. Ouais, en vrai. Parce qu'encore une fois, hein, moi, c'était les pirates gravés à gauche, à droite. Oui, il y a eu la, comment ça s'appelle, Emule. Emule. Il y avait des trucs très fous. Quand on découvrait des trucs sur Emule, genre, je me souviens, il y a des freestyles de Chariot, tu vois qui c'est Chariot? Non. Un rappeur français. Chariot? Ouais, Chariot. Comment ça s'écrit, ça? Nubissal. Chariot, c'était SHERYO. Et genre, j'aimais trop Chariot. Faudrait que tu checkes. Ouais, faudrait que je sais. Vraiment je mais Nubissal à l'époque, Nubissal et tout. Tu trouvais des freestyles de 11 minutes. Et puis, quand t'es dans une petite ville, tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir accès à ça? C'est rapide de malade. Tu vois? C'est une dingue. Et à l'époque, je me souviens, on gravait tous les sons qu'on avait téléchargés sur Emule, sur les CD MP3.
C'est ça. Donc t'en avais genre 50 ou 60, tu vois, c'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire, de ouf. Mais en fait, le truc, c'est que à la différence d'aujourd'hui, c'est que l'époque, si tu voulais vraiment rentrer dans la musique, il fallait vraiment être un passionné. Ça venait pas à toi. Tu vois, t'avais pas les réseaux sociaux et YouTube et autres, ou les plateformes de streaming. Donc, si tu voulais vraiment écouter de la musique, il fallait vraiment que tu sois passionné, il fallait vraiment être digger et tout ça. Et je trouve que, tu vois, avec la génération actuelle, tu vois, sans faire le vieux con, quoi, tu vois, mais aujourd'hui, tout vient à toi, tu vois, t'as des mecs, tu vois, comme moi, qui vont faire des contenus, qui vont t'expliquer les trucs. Ouais. Je trouve que, du coup, ça ouvre plus les portes aux gens. Forcément, il y a plus d'opportunités. Mais en même temps, on va dire que les vrais passionnés se mélangent un peu plus avec la masse et c'est peut-être un peu plus difficile pour eux de sortir du lot. Tu vois ce que je veux dire? T'en penses quoi? Le truc, c'est que le rap, c'est devenu la pop, en fait. C'est de la nouvelle pop française. Ouais. C'est la musique la plus écoutée en France, même peut-être aux États-Unis, aussi le côté hispanique aussi. Donc du coup, t'as moins ce côté faut diguer, tu vois. Ouais. Comme t'as dit, ça arrive de partout. Ouais. Donc t'as plus trop besoin, tu vois. Tu peux être satisfait de ce qui arrive vers toi, tu vois. Parce qu'avant, comme t'as dit, il fallait vraiment diguer. Moi, ces cours d'école, les grands, j'étais en 6e, les grands, ils m'avaient dit, faut que t'écoutes Booba. Ah ouais. Faut que t'écoutes Temps Mort. Je dis vas-y, on voit direct et là je pète ma tête de malade et tout. Putain, j'avoue, ce projet quand il est arrivé c'était quelque chose. Moi à l'époque aussi j'étais dans le rap US comme toi, tu vois, Dre 2001, Exhibit, Restless et tout ça là. Ouais, de ouf. Ouais, ce projet m'avait marqué de fou, tu vois. Avec les clips sur MCM. Ouais, et tout. MCM, j'ai entendu c'était MCM, c'était pareil. C'était ma chaîne, c'était ma chaîne de ouf. Tu sais, le samedi, ils avaient un créneau de 30 minutes où ça s'appelait, je crois, Rap US. Ouais. T'avais un créneau comme ça, ils mettaient que des Rap US. Et mais moi, j'avais la cassette et j'enregistrais tous les clips. Tous les clips. Bah voilà. La folie. Quand ça passait Inda Club, tout ça. C'est ça de ouf. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'écoutais beaucoup de Rap US, mais quand Booba est arrivé avec Temps Mort, tous les mecs qui écoutaient du Rap US ont dit quand même, c'est trop fort. C'est trop fort, en fait, faut l'écouter. Mais moi, ça m'a choqué. Tu sais, ce qui m'a choqué, c'est sa voix. Ouais. Je me suis dit, mais c'est qui la Huisse? C'est trop bizarre. Voix de ouf, tu vois. En tout cas, il faisait un peu démon un peu à l'époque. Ouais, tu sais, quand t'es petit peu. C'est ça. Il en avait rien à foutre un peu. C'est ça. Et moi, c'est ça qui me choquait. Et j'aimais le côté unique de chaque rappeur, tu vois. Et lui, pour le coup, je trouvais vraiment unique. Il avait quelque chose que personne n'avait, tu vois. Et encore maintenant, en vérité, tu vois, on s'est habitué à sa voix. Mais au tout début, sa voix, ça faisait quelque chose, tu vois. C'est comme c'est Few la première fois. C'est vrai. Tu vois, c'est exactement l'exemple que j'allais te donner. C'est quoi ce truc? Et moi, je sais que j'étais choqué par ce genre de rap-là, avec des voix très singulières, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. Moi aussi, c'était exactement la même réaction que j'ai eue aussi pour Few et ensuite pour d'autres artistes qui sont arrivés après. Mais c'est vrai qu'après, ça s'est un peu plus dilué parce que au début des années 2000, je sais pas si tu ressens la même chose, mais l'idée, c'était d'être unique. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas avec les artistes. C'est un peu moins le cas. En fait, ça se joue sur des détails. Tout petits détails. Ouais. Comme Hit. La première fois que j'entends Hit, pour moi, c'est du quartier, tu vois. En vérité. Là, il y a un nouveau gars qui s'appelle Yann, ou Yen, je sais pas comment on dit. Les gens ils disent que ça fait Hit, mais moi, je le trouve pas parce que j'arrive pas à trouver le petit. Moi, je suis passé à côté. I-A-N. Très chaud. Oui. Tu vois? Oui. Je le trouve très chaud. Ok. Moi, franchement, je suis resté sur Hit. J'aime bien. Mais... Moi, je suis un peu parti du truc, là. Le dernier projet, je me suis pas trop pris. Tu t'es pas pris le dernier? Non, moi, j'aime bien quand c'était stupide, genre Taliban et tout, ce son-là. Moi, j'aime trop. En fait, je trouve qu'il a apporté quelque chose de magique, de différent, tu vois, avec les cloches, etc. Ouais, et ça, même les clips et l'univers visuel. En fait, j'aime bien ce genre d'artiste parce qu'il se préoccupe pas de plaire à d'autres générations. Il se concentre sur sa génération et sur les artistes qui vont apprécier. Alors, si t'es un peu plus vieux que t'apprécies, c'est tant mieux. Mais... c'est vraiment sa génération. Il fait son truc, tu vois. Donc c'est cool. Mais revenons à toi du coup. Alors les premières instrus que tu fais, c'est donc à 16 ans à peu près. Ouais. C'est quel univers? Parce que toi, t'étais aussi très influencé West Coast. Ouais, comment tu prends les choses et comment tu les vois? Parce qu'à ce moment-là, t'es encore à La Roche sur Yon. Sur Yon, ouais. Sur Yon. Sur Yon, je suis désolé. T'inquiète. Je suis vraiment désolé. Il y a pas de galère. Et du coup, à ce moment-là, quand tu fais tes premières prods, qu'est-ce que tu te dis à partir de là-bas? C'est je dois monter sur Paris pour essayer de développer ma carrière, c'est directement les US, même pas. Je m'en foutais de ouf. J'étais juste... Moi, en fait, je voyais le truc comme un jeu vidéo, tu vois. Ok. Juste, moi, je kiffais le faire. Je me suis jamais dit, il faut que je perce, il faut que j'en vive. J'en avais rien à foutre, tu vois. J'étais vraiment... Ah ouais, rien à foutre. Je fais du son, je kiffe, ça me fait du bien. C'était ma bulle d'air, tu vois. Ouais. Et il y avait ça et MW2, ça on pourra en revenir plus tard. MW2, ok, ouais, Call of. Ah, ok, genre, d'accord. Frère, c'est traumatisant, ça aussi. Bref. Et du coup, premier placement via MySpace, je rencontre Green Money. Ok. De Capital du Crime, signé, si je connais, sur le label de La Fouine. Ouais. Donc, on communique ensemble, on se rencontre sur Trap. Je me souviens, je prends ma petite Golf, je vais sur Trap. Je vais le voir, je le rencontre, on fait du son.
Et de là, il y a une instru qu'il a kiffé. Ouais. Et il me prévient genre une semaine plus tard, et Lafouine, il a kiffé aussi, il veut être dessus. On va mettre sur la compile Capital du Crime 1, tu vois. Ok. Et mon premier placement, c'est Vodka Red Bull sur Capital du Crime 1. Ah bon? Ah, c'est encore mieux de découvrir les choses comme ça avec toi en direct. Vodka Red Bull, le premier placement, j'avais genre 16-17 ans, tu vois. Ok. Wow. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu dis que tu peux en vivre. Je me dis, ah ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible d'être à l'autre bout de la France et de placer pour une grosse tête comme Lafouine, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est possible. Ouais. Et let's go. Et ensuite, le moment arrive où je rencontre Joke, du coup, sur Facebook, on se parle, j'envoie des prods, il pose dessus, Luther Burger, etc. Il y a un petit truc qui se crée autour de mon nom, juste avec 2-3 placements, en vérité, tu vois. Ouais. Et aussi, en parallèle, je faisais beaucoup de projets instrumentaux sur Bandcamp, tu vois. Et ça, c'était plus dans les années 2010-2011 que ça arrive? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu l'époque aussi où je trouve, et tu me diras ce que tu en penses, où les beatmakers commencent vraiment à être bien identifiés de la part du public. C'est-à-dire... Non. Non? Tu trouves pas? Non. Genre c'était encore... C'était cette année-là? Ouais, mais aux États-Unis peut-être. Ouais, aux US. Je pensais plus aux US. Aux US, on est d'accord. Tu vois, avec Lex Luger et... Même Metro, il arrivait pas très longtemps après, en vérité. Pas très longtemps après, mais t'as eu Young Shop, t'as eu... le beatmaker, c'est l'un de mes beatmakers favoris. Mais Harry Fraud aussi, il était pas mal là. Harry Fraud. Ouais. Et t'avais le beatmaker de A$AP Rocky là, qui faisait le premier à avoir fait du cloud rap. ASAP Type Beat? Non. Ah non, Clams Casino? Merci. Ben moi, tu vois, j'étais dans cette ligne-là. C'est pour ça que je voulais t'en parler. De prod archi expérimental et voilà. tout. Et c'est pour ça que j'appréciais tes beat tapes de l'époque. Parce que je me disais, putain, ils captent. C'est qu'en fait, moi, je voulais rendre la chose possible aux auditeurs de pouvoir écouter une instru sans qu'il y ait de paroles dessus. Oh, c'est ce qu'il avait réussi à faire à l'époque pour moi. Exactement. Avec ses projets. Et moi, c'est ce que je cherchais à faire aussi en vérité. Et bah, pour moi, t'avais réussi. En tout cas. Et mes structures, c'était n'importe quoi. Genre, c'était très compliqué de poser dessus, tu vois. Genre, je savais pas faire de structure. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai réécouté pour l'interview ce que tu avais fait pour Joke, notamment, tu vois, et même ce que tu avais produit à gauche, à droite, avant à cette époque-là. Et maintenant, avec mon regard d'adulte et d'analyse, je me dis effectivement, en fait, tu étais dans un truc à l'époque où pour moi, c'était juste j'écoutais du rap et j'écoutais les nouveaux gars parce que je voulais voir ce que les nouveaux gars faisaient et tout ça, et tu t'en faisais partie. Mais avec le recul, ça fait très expérimental ce que tu faisais à l'époque, tu vois. Complètement. Mais moi, c'était comme ça que je voulais être classé, tu vois. Quand j'uploadais mes premiers projets sur Apple ou quoi, j'allais dans la section électro expérimentale, tu vois. Je me mettais pas dans la rap, je me mettais pas dans le rap, tu vois. D'accord. J'étais vraiment... Moi, mon projet de base, c'était être un flylo, tu vois. Ouais. C'était ça mon projet de base. Ouais. Mais ça a dévié, c'est parti en couille, tout ça. Carrément, quand j'entendais des prods trop simples de rap français, j'avais le seum. Ouais. Je me disais, mais comment ils font? Pourquoi ils changent pas? Pourquoi ils évoluent pas? Pourquoi c'est toujours la même prod, piano, violon? Ça prend la tête. Tu vois? Tu disais, je veux révolutionner quelque chose. Mais tu vois, c'est ça. Ouais. Mais moi, je l'entendais de fou, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est plus structuré et je trouve que c'est beaucoup plus, Ouais, c'est plus digérable, entre guillemets, pour le grand public, tu vois. Ouais. Même s'il y a toujours, je trouve, une très, très grande technicité dans ce que tu fais. Merci. Mais à l'époque, tu vois, c'est ça que j'appréciais. Et c'est pour ça que je te dis que, avec mon regard d'enfant, de jeune adulte, tu vois, de 20 ans et tout, quand j'écoutais les trucs, c'était, c'est la première fois que j'écoute un projet d'un artiste, c'est juste une beat tape, et j'arrive à apprécier du début à la fin parce que il est influencé par Flying Lotus. À ce moment-là, c'était Clams Casino, et je me dis putain, je sais qu'il aime Clams Casino, donc je vois un peu de cette dose-là. Ouais, j'avais capté aussi un peu la scène Cool Kids. Ouais, putain, ça c'est pareil. Et j'entendais ça dans ta musique. Sir Michael Rocks aussi, il avait sorti une mixtape. Voilà. Avec mon gars Lovni, on se butait à cette mixtape. Lovni aussi. Et Lovni, j'avais beaucoup apprécié ce qu'il faisait. Et c'était sûr, c'était Ichon en fait qui nous envoyait les trucs à l'époque. C'était le rookie de l'année. Ouais. Et avant de venir, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il devient ce clip? Et je suis allé le voir, d'ailleurs, Big Up à Lovni. Et j'ai vu que t'avais réalisé et monté le clip. Exactement. Mon gars Mobius. Et là, mais c'est ça qu'on aime, en fait. Vous étiez, tu vois. Mais moi, je suis dans une énergie globale. J'étais vraiment dans un truc où j'ai envie de tout faire, tu vois. Mais c'est trop bien. Si je peux, je le fais, tu vois. Ouais. Et je lui dis, mais ce son, il est trop lourd, gars, viens, je te clip. J'ai une petite cam, j'avais un 550D. J'avais acheté à Londres à l'époque, parce que j'ai fait une petite période à Londres. Je lui dis, vas-y, viens, je te fais ton petit clip, tu vois. Ça va dessus. C'est l'époque Kenan Kikit, ça. Ouais. C'est l'époque où il y a eu l'émergence de tous vos crews, l'entourage, mon gamin, etc. Et donc, du coup, ça, c'était appréciable de voir ça dans les années 2011, tout ça. Donc, mais quand tu uploads, donc toi, tu me dis qu'à ce moment-là, les gens, en fait, t'as qu'un public niché pour l'instant à ce moment-là qui apprécie. Ouais, mais moi, ça me va. Ça m'allait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, même pendant la période où je plaçais, je me disais pas, faut que je perce.
J'en avais rien à foutre, mais je te dis, c'est 100% vrai, tu vois. Mais du coup, quand tu viens à Paris, c'est en quelle année? Je viens à Paris, je sais pas, c'était quelle année? C'était 2015, hein, en vrai, hein, 2014, ouais, peut-être. Ah, ouais. je pensais que t'étais là. Ah, quoi que, attends. C'était. Kenakiki, tout ça, t'y étais pas? Si, c'était quelle année ça? Bon, ça, c'est 2011. Ah, bah, 2010. Ok, voilà. 2010, je suis à Paris. Ouais. 2010 à Paris. Et je rejoins mon meilleur ami à Nogent-sur-Marne, Cyril Gann. Ok, bah c'est ça en fait. Donc tu vis avec lui à ce moment-là? Ouais. Ok, bah. J'en avais marre. En fait, j'ai fait une période à Londres. En fait, j'ai eu ma période geek MW2 plus instru, qui était infernale. Je me suis dit, il faut que je me sorte de ça. Et je suis parti à Londres pendant 5 mois. Mon anglais était trop médiocre, j'ai pas trouvé de taf, je touchais plus le chômage. Vas-y, je retourne à la maison. Pour moi, c'était impossible d'y rester. Ouais. Je suis resté 3 semaines chez les parents et après, j'ai appelé Cyril. Je dis, frérot, je peux pas te rejoindre là à Paris? Mais il dit, mais viens direct. Le lendemain, j'étais chez lui. Mais il habitait aussi, il venait de ta ville? Ouais, il vient de ma ville. Ça fait 24 ans qu'on se connaît. D'accord, ok. On s'est connus en 6e. Ok, c'est vraiment des amis d'enfance. Ouais, de ouf. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est le sang de la veine. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, tu le rejoins sur Paris et lui, il faisait quoi? Paris. Lui, il était en études de commerce, tu vois. Ok. Donc, il était déjà sur place pour ses études. Et je l'appelle, je dis, frérot, viens, c'est comment, j'ai envie de venir. Il me dit, mais gars, viens. Le lendemain, j'étais chez lui. Donc, à Nogent-sur-Marne. Ouais. Et vous faites quoi à partir de là? À partir de là, moi, je suis là, je découvre Paris. En vrai, tu vois, je découvre Paris et je rencontre un gars qui s'appelle Jay Breeze. Ouais. Et qui lui aussi était passionné par la musique, très grosse culture, etc. Salut à Jay Breeze. Et qui m'a découvert du coup pour mes placements pour Joke, qu'il a trouvé super intéressant. Et lui, en fait, il connaît l'OVNI, tu vois. Ok. Et il me dit, j'ai ce gars-là qui rappe, ce serait chaud de le rencontrer. Je dis, bah ouais, de ouf. Donc là, il me fait rencontrer l'OVNI. Et de fil en aiguille, je rencontre Richon, etc. Je dis, les gars, venez, on fait un groupe, on s'entend bien humainement, on kiffe nos musiques respectives, viens, on fait un groupe. Et Bon Gamin, boum, ça existe. Ouais, et pourquoi Bon Gamin à l'époque? Ça vient de l'OVNI en vérité, tu vois, ça vient de l'OVNI. Je crois que c'est son grand frère qui avait trouvé le blaze. On a trouvé ça cool, on l'a gardé. Création du premier logo par Franck Pellegrino. Ouais. Ensuite, on a changé, j'ai fait j'ai trouvé une DA plus Memphis, Master P, etc. avec le Bon Gamin comme ça, tu vois. Et ensuite, logo, clip, merch. Tout ça, ça a aidé à faire qu'il y ait une hype autour du groupe sur Paris, tu vois. Ok. Moi, de ce que je me rappelle à l'époque, c'est que le collectif, je l'assimilais beaucoup au collectif US, qui étaient des... En fait, c'est pas des groupes de rap, c'est vraiment des collectifs dans le sens où il peut y avoir toutes sortes de personnalités, tu vois. Il pouvait y avoir un designer, il pouvait y avoir... il y a un rappeur, il va y avoir un modèle. Il va y avoir... Et moi, je vous assimilais là-dedans, c'est un peu comme Haute Future, peut-être aux US, ou A$AP Mob, d'ailleurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire, de ouf. Finalement. Et je sentais que vous étiez là-dedans. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y avait plusieurs types d'art dans le collectif, tu vois. Il y avait des dessinateurs, RDLS. T'avais des clippers, t'avais des gars dans la mode, etc. Ouais, c'était un collectif, tu vois. Même des gens qui faisaient rien, tu vois ce que je veux dire. Et Cyril était dans Bon Gamin, en vérité. Et c'est pour ça que son surnom, c'est Bon Gamin aussi. Son surnom sur le ring, c'est Bon Gamin dû à ça, tu vois. Et ça va bien à son image, parce que c'est réellement un bon gars, tranquille, tu vois. Et donc, du coup, lui, de son côté, il continue... Enfin, il se lance à ce moment-là, lui, dans le MMA déjà? Cyril, non, du tout. Il travaille à Domus, il essaye de faire son argent, etc., tu vois. Et il a toujours été amoureux de sport, en général. Et donc, il rencontre un gars qui s'appelle Hugues, et qui fait du Muay Thai à Puteaux. Et donc, il kiffe ça, il fait son Muay Thai, mais en mode sport, tranquille. Sauf qu'il fait des championnats et il remporte ses combats, tu vois. Et après, il rencontre Fernand Lopez par le biais du père de Hichon. Parce qu'ils se connaissent, Fernand Lopez et le père de Hichon. Et le papa de Hichon se connaissent. Il était camerounaise. Voilà, c'est ça, tu vois. Et du coup, boum, là, il y a la connexion qui se crée. Le père de Hichon parle de Cyril à Fernand. Il dit, je veux le rencontrer, ils se rencontrent. Il voit que Cyril a un très bon niveau en pied-point. Il lui dit, gars, viens avec moi, faut que tu fasses du MMA, tu vois. Faut qu'on fasse quelque chose. Et là, l'histoire et l'histoire. Et donc, du coup, avec le collectif Bon Gamin, il a commencé à y avoir une hype autour de vous. Hichon qui commence à se révéler, l'OVNI aussi qui est très bon, on n'en parle pas assez, mais je trouve que l'OVNI avait des punchlines était vraiment bon. Très fort. Et toi, tu te révèles aussi en tant que beatmaker. Donc, du coup, tu places dans le rap français. Et donc, on a parlé... Mais très peu, en vérité. Parce que moi, j'étais très dans un truc où genre j'avais beaucoup de demandes, fais ci pour lui, fais ça, nan. Je disais non, moi, c'est mon groupe. Je produis pour personne d'autre que mon groupe.
D'accord, ok. Et pendant 3-4 ans, j'ai eu des demandes de beaucoup d'artistes, tu vois. Et des Et artistes j'ai en dit... place? Ouais, de ouf. Mais Ouais. de ouf. Ok. J'aurais pu faire 4 fois mon beurre, tu vois. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans cette mentalité, non, je donne tout à mon groupe, tu vois. D'accord, ok. Donc, je produisais pas d'autres personnes. Et à la manière dont tu le dis, ça sent que tu regrettes absolument rien. Non. J'aime J'ai bien. aucun regret dans rien, moi. En fait, le truc, c'est qu'on pourrait croire, et on va y venir, étant donné que tu te mets en avant à un moment donné, que tu cherches la fame en quelque sorte. On peut se dire ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais quand on t'entend parler ou quand on regarde tes interviews, on dit... En vrai, on dirait qu'il s'en bat les couilles. Ouais. Genre, Ça il a peut être dit- schizophrène un peu. Ouais. Mais je vais t'expliquer le truc. Je te laisse En fait, moi, l'occasion de le faire. de base, je fais des prods. Mhm. Donc, je fais beaucoup de prods. Tous les jours, peut-être 10 prods par jour. Tu vois, genre, j'en fais beaucoup. Pas toutes bonnes, hein. Tu vois, ça veut pas dire que c'est tout est bien. Mais... Et arrive un Ouais. moment où le groupe, on évolue. Et là, je commence à m'ouvrir. Je commence à me dire, ah ouais, bah, ça peut être intéressant, du coup, de placer d'autres gars, tu vois. Donc, je m'ouvre, etc. Et je me rends compte que j'envoie des prods par mail et que ça donne pas grand-chose. Tu vois, je fais des placements par-ci, par-là, c'est cool, mais c'est pas assez pour moi. Je me dis, là, faut que je fasse plus. Et du coup, je me dis, faut peut-être que je fasse des top lines pour voir s'ils captent, en fait, la prod, comment faut la prendre, tu vois. Mhm. Et ma première top line, c'est le code. Ah oui? Ouais. Je pose sur une Ok. instru, sur mon instru. Je fais une top line, yaourt, que je transforme avec des paroles. Mais des paroles, pour moi, c'est des paroles bateau, tu vois. Allô, mon amour, je suis dans votre cour. Moi, je m'estime pas être un auteur. Je m'en fous complètement des paroles, etc. C'est une top line, le son, tu vois. Donc, top line, et mon manager, il me dit, non, mais gars, ça défonce, faut que ça soit ta voix, passe trop bien. Je dis, mais arrête, ça peut pas, c'est pas possible. Je peux pas assumer ces paroles, je peux pas assumer de chanter, déjà, tu vois. Ah ouais. Il me dit, mais gars, je te jure que c'est bien. Je dis, vas-y, je te fais confiance. Je lui dis, par contre, je fais pas tout le son, moi, je veux pas faire les couplets et tout. Donc, j'invite Bonnie Banane, j'invite Tichon, j'invite Moody Monk. Et ça crée un son qui dure plus de 6 minutes parce qu'ils ont fait de très grands couplets. Mon manager dit, non, faut restructurer, faut rétrécir le son. Le son fait quand même 4 minutes au final. Ouais. Et ça devient le code. Ouais. Et le code, il fait son truc, tu il vois. a pris... Et là, je dis, ah ouais. Genre là, je peux transformer l'essai en posant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Mais quand tu fais ça, excuse-moi de te couper, c'était en single parce que tu l'as fait, le clip, tu l'as fait après quand Ouais, t'as bah vu c'est ça devenu marche. en mode, mon manager, il m'a dit, non, mais ça, faut que ça soit ton single, tu vois. Ah, c'est clippé direct et... Parce qu'en fait, de base, le plan, c'était, comme je t'ai dit, carrière Ouais. à la Flylo, international, faire des prods, machin, truc. Et je sentais que même moi, j'avais moins envie de ça, tu vois, au final. Et quand j'ai posé ma voix, on m'a dit que c'était bien de partout. J'ai dit, vas-y, c'est trop bien. Je vais être un artiste complet à 100%, tu vois. Je vais faire mes prods et je vais poser. Ça a marché, ça a fait le code. Et de là, j'ai sorti Bisous, tu vois. Ouais. J'ai gardé cette esthétique-là très pop, ouverte. Et ça a donné Bisous, tu vois. Ouais. Et Bisous a eu son succès. Ouais, ensuite il y a eu là, succès, ensuite il y a eu Bisous Mortels. c'est ça. Parce après- que je voulais pas rester dans ce truc trop love. Ouais. Donc je me suis dit, non, mais il faut que j'enchaîne direct sur le rap. Moi, je suis un gars du rap, tu vois. Donc j'ai sorti Bisous Mortels en tape avec des trucs hardcore, tu vois. Et d'ailleurs, avec 13 la tête blocs, bien... Leto, Al Capote, Joker, Hamza aussi, etc. je crois, dessus. Hamza, Ouais. tu vois. Puis avec la tête bien défoncée, moi j'ai l'impression Ouais. qu'il y a un mec qui s'est inspiré de toi là, à l'international. Ah ouais? Qui Je rigole. Si, dis-moi. The Weeknd. Ah ouais? Ah, Il est putain. sorti en 2020 son projet After Hours. Ah ouais, putain. Toi t'es sorti Eh, en... tu sais que, frérot, tu me dis ça, mais après, je dis pas il m'a pas copié, je pense pas. Mais tu sais que son équipe de management m'avait contacté en 2017 et j'ai envoyé des prods qu'il a kiffé. Et ils m'ont Alors, dit maintenant renvoie, que tu le dis. Maintenant que tu le dis. tu vois. Mais Est-ce je pense pas. Est-ce qu'il En tout serait cas, pas ça ferait mal, frérot. Me dis pas ça parce que lui, il a tellement pop. Moi, Ça- quand je vois sa Je veux cover, pas, frère. moi j'ai vu vos deux covers, j'ai dit yo. Je veux pas être le gars sans couronne, tu vois. C'est mort. C'est mort. Moi aussi, je veux l'étal. Donnez-moi le sac. Moi, je veux le sac. Je veux le même sac que le week-end. Ah ouais, non, c'est cool. Ah, donc, du coup, son équipe t'avait contacté pour des prods et tout. Son Non, c'est management et tout. cool. Ouais. Donc oui, il me connaît. En vrai, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que c'est sorti de sa Ouais. mémoire parce que le temps est Ouais, passé, voilà. etc. Et que j'étais juste un beatmaker pour lui, peut-être à l'époque, tu vois. Mais il y a un moment donné où il a. Ouais, on il était a en digué un connexion petit avec peu. son management. Ouais. Ouais. Et du coup, tu sors. Parlons du code. Donc, parlons du code, on en a parlé, mais ce que je veux dire, c'est que là, le code sort. Du coup, tu sors Bisous. Ouais. C'est du succès du code que tu sors Bisous. Et là, tu dis, OK, ça y est, je vais me mettre en avant. Donc, tu l'as expliqué pourquoi. Mais moi, je voulais pas. Hein. Encore une fois, je voulais juste faire des sons. Je voulais même pas qu'on voit trop ma tête, etc. Ouais. Tu vois. Mais- Mais on m'a dit non, t'inquiète, nana, j'y suis allé. Et même en voyant Photo aussi. de moi en train de manger un burger sur un lit en caleçon, frère, genre des trucs, frère. Moi, en vrai, j'étais en mode non. Mais Ils m'ont du- dit t'inquiète, c'est bien. Mais ça, c'est lourd. J'ai dit vas-y, je regrette pas, tu vois. En plus, c'est- Mais c'était pas mon image. Au Ouais. fond de moi, c'était pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ça. Toi, t'es quelqu'un de plus
T'aimes bien être dans ton monde. T'aimes pas trop être exposé finalement. Je veux pas faire genre, tu vois. Je veux juste te montrer ce que je suis vraiment. Et le projet qui me définit le plus, on en parlera plus tard, mais c'est le dernier, tu vois. C'est Hard. C'est vraiment celui qui me définit le plus. Franchement, clairement, mais franchement, pour en parler, moi, ce que j'ai ressenti dans Hard, en fait, c'est que, en fait, il y a toujours une touche d'amour qui revient. Ouais, Mais moi, je pense sincèrement, je te donne mon avis. D'ailleurs, le projet est très bien, très bon, vraiment. Et là, pour le coup, ce que j'aime, et je pense que tu devrais le garder, c'est le côté amour. En fait, c'est une constante. Ouais, beaucoup de gens me disent ça. Et, je sais pas, quand t'écoutes Future, parce que je sais que t'aimes bien Future. J'adore. Voilà. D'ailleurs, t'as un morceau d'Yes2, là. Ouais. Bon. Qui a traumatisé aussi une période de ma vie. Hein. Yes2, pour moi, c'est... Ouais. Et t'as mis You and No aussi, qui est pour moi le meilleur morceau du projet. Ouais, c'était un clin d'œil à You and No, ouais. Donc en fait, Future... Mais il est pas dans le projet, il est pas dans le projet You and No, il est pas dans DS2. Hein. Non, parce que non, je parle de ton projet. Oui, excuse-moi. Ouais, dans ton projet. Okay. Mais c'est mon morceau favori de ton projet. Mais le truc, voilà, vraiment, c'est celui que je préfère. Mais ce que j'aime en fait dans le projet, enfin, pour revenir à Future, ce que j'aime avec lui, c'est que bon, il y a toujours ces mêmes sujets qui reviennent, mais il arrive à les exprimer de manière un peu différente. Et toi, en fait, finalement, quand on écoute le dernier projet, c'est exactement ce que tu réussis à faire. Après, à un moment donné, on sent que tu t'exprimes un peu plus sur l'actualité, sur la société, etc., ce que tu ressens. Parce que ça me touche vraiment aussi, tu vois. Voilà. Et je trouve que cette dimension love, moi, je trouve que c'est un truc que tu peux vraiment garder comme tu l'as fait, parce que finalement, tu as réussi à le marier ingénieusement avec ton style de vie, avec ce côté flex que tu vas apporter, etc. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que ce cocktail était très bon, en fait. Bah, ça fait plaisir. Moi, je trouve que... On va continuer comme ça, alors. Voilà. On retient. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose que tu voulais absolument rayer. Et finalement, quand j'écoute ce projet, je dis, mais pourquoi ils veulent rayer, en fait? Ouais, t'as raison. Non, en fait, c'est vraiment cette période bisous. Je suis très fier de ce projet, il a eu son succès et tout. Mais comme je t'ai dit, c'était trop, entre guillemets, lisse, tu vois, surtout en termes de paroles et tout. Donc ça veut dire que j'étais en mode, je voulais plus aiguiser ma mine, tu vois. Pour moi, je suis encore dans l'apprentissage encore aujourd'hui, tu vois. Et j'essaye vraiment de... Parce que je m'étais trouvé en tant qu'instru, tu vois, en tant que la partie instru, mais la partie auteur, je m'étais pas... Ça prend du temps, tu vois, de se trouver. Et là, pour le coup, je sens que je suis vraiment en harmonie avec cette partie-là aussi, tu vois. Ça a été quoi le processus d'écriture pour toi sur ce projet? Comment tu t'y es pris? Sur le dernier? Ouais. C'est vraiment... J'essayais de pas mentir une seule fois, déjà. Ouais. Me dire, je suis devant le micro, je dis quoi? Qu'est-ce qui m'a touché aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dans la tête au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai vécu, etc. En vrai, c'est la vérité. En vrai, presque toutes mes paroles sont vraies, tu vois. J'essaye de pas mentir. Après, il y a des trucs qui sont romantisés, même des histoires d'amour qui sont romantisées en vérité, tu vois. C'est normal, mais non, j'essaye de changer les mots, capter d'autres flows, tu vois. J'étudie en vérité, tu vois. J'étais en train d'étudier le truc. Parce que c'est vrai que dans plusieurs morceaux, même, on ressent, pour revenir juste au sujet de l'amour, on ressent toujours qu'il y a cette rupture qui revient à chaque fois. Ouais. Je sais pas si c'est en lien encore avec ce que tu ressentais à l'époque de Bisous et Bisous Mortels, parce que tu parlais aussi à un moment donné du rap. De ouf. Est-ce que c'est la même thématique qui revient à chaque fois et qui... Mais cette thématique-là, juste sur la rupture, c'est quelque chose qui t'est arrivé dans la vraie vie et du coup, ça se retranscrit... Complètement. Ouais. Complètement. Ok. Chaque projet, il y a eu une relation amoureuse et une rupture, tu vois. D'accord. Et donc forcément, ça m'inspire. Mais qui ça n'inspire pas, en vérité, tu vois. Je pense que quand tu vis de l'amour, t'es inspiré. Quand tu vis une rupture, t'es inspiré limite encore plus. Donc c'est le thème limite facile à trouver, tu vois. C'est pour ça qu'il me dérange un peu. Parce que je trouve que ce thème, il devient un peu facile. Et j'essaye de m'écarter un peu de ça. En plus, tu te répètes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux te répéter, tu vois. Ouais, c'est ça. On sait ce que c'est. Tu vois, donc... mais il y a aussi un point que tu as traité dans You and No. Tu en as parlé brièvement. J'ai pas le souvenir que tu en aies parlé dans le passé. Il y a juste, j'ai juste essayé de connecter les dates que j'avais, mais il y a eu donc du coup la période où tu as disparu pendant à peu près, je crois, 4 ans. Plus 5 ans. Ouais. Tu vois, entre Bisous Mortels et Bisous Mortels, Poison. c'est 2018. Ouais. Je suis revenu en 2023, je crois. Ouais, voilà, 5 ans. Ouais. Tu reviens avec Poison. Ouais. Mais dans You and No, tu parles à un moment donné de dépression à 26 ans. Ouais, de ouf. Je trouve, en fait, ça m'a... Quand je l'ai entendu dans le morceau... Je t'y attendais pas. Non, parce que... En fait, tu flexes dans le morceau, tu parles de ta vie, tu parles d'une meuf. Mais moi, c'est un flex pour moi. Comment ça? Explique-toi. Parce que j'en sors plus grand. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était une épreuve de ma vie que j'accepte.
Ouais. Faut accepter, moi, je crois au destin, tu vois. Donc, c'est dur à vivre quand ça t'arrive, tu vois, mais tu peux t'en sortir, tu vois. Il n'y a pas de raison. Faut juste accepter, c'est en toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Faut que tu acceptes le très bas comme tu peux accepter le très haut, sinon t'es pas prêt pour ce jeu, ça sert à rien, tu vois. Et moi, la dépression, c'est limite la musique qui m'a amené dedans, tu vois. Quand j'ai commencé à un peu pop, je me suis dit, frère, j'ai commencé à avoir mes premiers haters, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui me connaissent pas. Et ils me jugent, frère. Je connaissais pas ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, ouais. Et ma mère me disait, tu sais, même le voisin d'à côté, il te connaît pas, il te juge pareil, c'est pareil. Tu vois. Et je dis, ah, t'as raison. Ouais. Et au bout d'un moment, j'étais sur mon canapé, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de son, j'en écoutais même pas. Je dis, hey, frère, je le fais pas pour les autres. Je vais pas louper le coche parce que machin, tu vois. Ça veut dire, vas-y, let's go, je le fais, tu vois. Et là, maintenant, je vais tout droit. Ouais. Plus rien à foutre. Mais j'aimerais élaborer un peu plus sur le sujet, si ça te dérange pas. La dépression, ça a été dû à la popularité, aux relations humaines. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Ouais, c'est ça. C'est un mélange de beaucoup de choses. Déjà, j'ai vécu des trucs relous personnels, tu vois, des décès, etc., un peu glauques, tu vois. Je suis désolé. Non, c'est la vie, hein. Il y a ça, il y a la popularité, de se prendre des gens qui te jugent, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Même des fois, j'ai fait des grandes scènes, j'avais une foule de monde, et là, je suis dans la loge, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, en mode... comment il s'appelle ce complexe de « je mérite pas ça » là? Le syndrome de l'imposteur. C'était pas du tout ça, c'était en mode, mais frère, c'était trop bizarre comme émotion, tu vois ce que je veux dire? En fait, les émotions elles varient tellement que ton cerveau était un peu du père, tu vois, et tu perds les vraies bases, tu vois. Et donc, c'est tous ces éléments-là, et puis aussi des déceptions amicales, des déceptions dans la musique, tu te rends compte qu'on te parle juste pour ce que tu fais, pas pour ce que t'es. Et moi, je suis quelqu'un d'entier, en vérité, tu vois, sans me lancer des fleurs. Du coup, j'avais du mal avec cet aspect-là du métier. Et du coup, je suis tombé dans une dépression, tu vois, que j'ai guéri au bout de 6 mois. Félicitations. Merci. C'est vrai que c'est un flex. Ouais, j'étais sous pills, hein, je te mens pas. Ouais. J'étais sous pills pour de vrai et tout. C'était après Bisous Mortel, du coup, c'était quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là où fin 2018 à 2019, tu vois. Ok, et c'est là où t'allais te ressourcer, du coup. C'est ça. Et je sais même pas si c'était le bon move, en vérité, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que tu retournes dans une nostalgie, et la nostalgie, des fois, c'est pas bon, tu vois. Mais au final, je me suis dit, allez, vas-y, maintenant, je me consacre à la vraie vie. Je vois plus mes parents, mon frère, etc. Tu vois, la famille, les vrais trucs. Ma passion aussi, qui est la moto, la mécanique. C'est vrai que t'as une formation de mécanicien. C'est ça. Du coup, je réparais des motos. J'achetais des motos éclatées sur le bon coin. Je les réparais. Je les revendais. Je me faisais de l'oseille. Je kiffais ma vie. Elle était toute simple, tu vois. C'était bien. Je sais même pas qui t'es. Et peut-être même il y a un mec qui va te reconnaître. Mais si, on m'a reconnu plein de fois. On me dit, c'est Tom Midsizer. Non. Tiens, prends ta moto, ça fera... Ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'avais acheté un booster désossé dans le fin fond de la Vendée et le gars, il m'a reconnu direct. Du coup, il m'a fait un tarot, tu vois. Donc, c'était bénef. Mais en vrai, comme je t'ai dit, j'étais sur mon canapé un soir, je me suis dit, frère, vas-y, qu'est-ce que tu fais? T'es un ouf, tu vois. Mais c'est vrai que t'étais vraiment dans une ascension à ce moment-là. Le fait de le truc. Ah, mais j'en ai perdu des plumes, hein. J'en ai perdu des plumes, je suis pas PNL, tu vois. Ouais. Je peux pas me permettre de partir 4-5 ans comme ça, c'est pas possible. Et là, le fait de se relancer avec Poison, avec tout ça, comment ça a été la réception du public? Franchement, il y avait beaucoup... En fait, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai revu des gens qui étaient déjà là, tu vois. Il y a toujours des gens qui sont là depuis tant d'années. Donc ça, c'est charmé, tu vois. Je sais que j'ai des auditeurs fidèles de ouf. Et même, je me suis dit, c'est un nouveau challenge. Moi, je kiffe, tu vois. Pour moi, quand t'arrêtes d'apprendre dans la vie, c'est le moment où c'est redu, tu vois. Tu te fais chier, tu vois. Et je me suis dit, là, je continue à apprendre, c'est trop bien. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire des nouveaux sons, des nouvelles sonorités. Je vais chercher d'autres trucs, je vais emmener d'autres personnes. C'est un challenge qui est trop bien, tu vois. Et du coup, là, t'es reparti. Et pour moi, maintenant, t'es vraiment devenu un artiste solo. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque de Bisous et Bisous Mortel, t'étais encore un artiste, t'étais le beatmaker qui rappait, mais t'étais en centre de formation en quelque sorte. Ouais, et t'étais avec tes gars, tu dis, c'est relou de faire un son tout entier tout seul. Vas-y, venez dessus. C'est que t'es exactement ça. Voilà, on va le faire tous ensemble. C'est plutôt comme ça que je le ressentais. Alors là, sur le projet, le dernier que tu viens de sortir, là, donc Hard, je trouve que c'est vraiment le premier projet où tu te dis, en fait, je vais exister de moi-même par moi-même. Et en vrai, c'est le premier projet où il y a personne de bon gamin, si je me trompe pas. Ouais, t'as raison, c'est le seul projet, ouais. Pourquoi ce choix? Parce qu'on en a fait déjà beaucoup. Ça veut dire que
Je voulais pas faire comme avant, tu vois. Et comme je t'ai dit, moi, j'aime bien faire peau neuve, tu vois, sur chaque projet. Du coup, je voulais éviter ce truc-là. Mais on est toujours en contact, on fait toujours de la musique. J'ai des sons avec Ichon en feat qui vont sortir. Lovni, c'est pareil. Jeune Elsie aussi. Tu vois, donc non, c'était juste histoire de faire peau neuve, tu vois. Et moi, je te mens pas que toute cette génération qui est arrivée dans le rap, je la trouve qu'elle a fait vraiment du bien, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai invité Ruki, j'ai invité J9. Ouais, mais le fait justement, ouais, c'est... Mais je trouve ça magnifique que t'aies pu prendre ta propre voix, que tu te sois trouvé musicalement, artistiquement parlant, globalement. Que de son côté, Ichon ait fait son truc. Lovni aussi. J'ai vu qu'il était revenu aussi, d'ailleurs. J'ai vu son projet Mad Love, ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu qu'il avait maintenant perdu tous ses cheveux et gardé une stache. C'était assez ouf. J'étais un peu choqué. On perd tous nos cheveux un peu. Hein. C'est pour ça que c'est mieux que tu gardes ta casquette. C'est vrai que je garde la casquette. Oui, j'ai fait un truc. Voilà, tu vois, non, il a encore ses cheveux, les gars. Commencez pas. Il est frais sans ses cheveux. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, et toi, en fait, t'as réussi à trouver ton truc. Et que maintenant, en fait, vous soyez restés en bon terme et que tu puisses continuer à faire ton truc de ton côté. Je trouve ça magnifique. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai l'impression que ça y est, là, tu es en train de reconstruire un peu ton audience de niche en l'entretenant l'année dernière avec le projet Poison, là, maintenant avec ce projet-là. C'est quoi? Comment tu vois la vision de ta carrière sur les, je sais pas moi, les 10 prochaines années, au moins? Faire des concerts. Ouais. Et kiffer. Franchement, le but de la vie, c'est de kiffer, tu vois. Ouais. Juste kiffer faire de la musique. Pas se dire, ouais, faut que je fasse ça parce que ça a marché. Moi, j'en ai plus rien à faire, entre guillemets, tu vois. Parce que j'ai ma partie compo qui est toujours existante, tu vois. J'ai placé Green Montana, j'ai placé Moji S-Boy, j'ai placé Ruki. Bécard, sa réédition, j'ai fait 80% du projet. Donc, j'ai toujours ce côté-là qui existe. Et mon côté auteur, non, c'est que du kiff. Hein. C'est que du kiff. Pas te mentir, c'est que du kiff. Mais en vrai, de vrai. À l'époque actuelle, je trouve que c'est celle qui te correspond le plus. Quand je regarde la scène musicale, quand je regarde ce qui est possible de faire lorsque tu fais une musique qui est entre guillemets spé ou qui s'adresse à un... Toi, tu la trouves spé, ma musique, ou pas? Je vais dire, je la trouve spé, mais je vais te dire pourquoi je la trouve spé. Pas par rapport à mes goûts à moi, parce que pour moi, en fait, c'est relativement commun, c'est un peu peut-être le mauvais terme, mais tu vois, c'est quelque chose que je digère, tu vois, facilement, etc. Mais point de vue rap français... Parce que t'as une culture américaine. Voilà, c'est ça. Peut-être un carré. En vrai. Moi, en vrai. Ouais, t'as un carré. Ouais, j'aime toute la musique américaine, mais après, j'aime pas ce qui se passe dans le pays, le gouvernement, tous ces trucs-là, la culture, elle est... Je pense que là-dessus, c'est vraiment juste, musicalement, je suis dedans à fond, tu vois. Mid-sizer là-dessus, je pense qu'on est vraiment alignés, tu vois. Mais musicalement, t'es vraiment un carré. Donc, pour moi, ce que tu fais, ou même les inspi, par exemple, quand j'écoute Plaza, moi, j'entends un peu de Pierre Bourne. Un peu dans le truc, tu vois, je me dis, ah tiens, là il y a eu un peu de ça. Je dis pas que t'es pas du tout comme lui ou quoi, mais j'arrive à voir, il a eu cet inspi, t'as ton côté un peu électro et tout, donc j'arrive à voir, et pour moi c'est relativement ce que je consomme naturellement, tu vois. Par contre, du point de vue rap français, aujourd'hui... on n'est pas dans les clous. C'est ça que je veux dire. On n'est pas dans les clous, on n'est pas dans le... Voilà, tu vois, dans le cahier des charges... Voilà, t'appartiens à une tranche particulière, mais même dans cette tranche particulière, je vais prendre des artistes... que je pourrais mettre dans la même tranche, même si voilà, c'est toujours, vous êtes toujours très différents, mais tu vas prendre un Laylo qui est un peu plus dans ce truc un peu quinri, tu vas prendre Jossman qui est dans ce truc un peu quinri. C'est très fort qu'ils aient réussi à convertir à une envergure pareille, c'est très, très c'est fort. pour ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un artiste comme Mid-Sizer, s'il bâtit vraiment son audience et s'il a un single ou quoi, il peut se retrouver à faire un Bercy. Ça serait... C'est ce que je te souhaite, tu vois. Merci mon frère, ça serait magnifique. Voilà, mais ça serait magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc où depuis des années, votre génération, l'ancienne New Wave, a fait un gros travail. Vous avez été un peu les pionniers de tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans une époque où clairement, vous pouvez bénéficier de ça. Et je trouve que le fait que tu sois resté... Bon, alors, il y a eu bien sûr la période compliquée, mais tu en avais besoin. Mais musicalement parlant, tu as continué, je suppose, à composer dans cette période-là? Non. 5 ans? 5 ans? J'écoutais pas de son et je faisais pas de son. Pendant 5 ans? Oui, je n'écoutais même pas de son. Je savais rien de ce qui sortait. Ouais. Hermétique à la musique de ouf. Je voulais plus entendre parler. Tu voulais même pas reprendre, en fait? Non. C'était fini pour moi dans ma tête. C'était, vas-y, ils me verront plus jamais, tu vois. Mais non. Ouais, ils me verront plus jamais. Ok. Mais frérot, je suis plus bien revenu, hein. Je suis revenu, frère. Bien revenu, je suis revenu, frère. Parce que tu vois, le gars, quand même, il a le truc et tout, c'est revenu. Ouais. Ah, chapeau. Je suis revenu, frère. Je vais pas repartir, frérot. Chapeau. Il peut y avoir un volcan devant moi, je vais y aller, frère. J'en ai rien à foutre.
Tu vois, c'est fini les hésitations. Enfin, maintenant, on y va, tu vois. Non, ça par contre, je trouve ça fort. Moi, je me suis dit, oh, bon, il devait continuer à composer, tu reviens. Il y avait rien. J'ai fait qu'un placement, c'était pour Rilo, qui s'appelle 2 secondes. D'accord. Ouais. Ok, il a quand même réussi à te convaincre de revenir dans cette phase. Ouais, en fait, c'était à la période quand je commençais à aller un peu mieux, tu vois. Je commençais à faire des petites prods un petit peu quand même. Et j'avais mis en story juste une. Il m'a dit, ah ouais, j'aime trop, tu peux me l'envoyer. Je lui ai envoyé. On a fait ce placement-là, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Mais plus globalement, quand je regarde les artistes, peu importe, même pas rap en fait, j'ai remarqué, il y a toujours cette phase à un moment donné, enfin pas toujours, j'abuse, mais très souvent il y a cette phase de dépression, quoi. Je sais pas, c'est les très gros artistes qui sont au top des charts, comme les artistes un peu moins connus, comme les artistes qui sont middle. Est-ce que tu penses que c'est dû à quoi? C'est quoi? C'est l'exposition? C'est les retours de l'audience qui fait que... C'est le stress. Le stress? En vrai, c'est le stress. Et je vais te répondre en mode... pour moi, c'est même pas un truc... c'est pas que les artistes, c'est tout le monde. Dans la vie en général, moi, j'ai des amis à moi qui sont pas au top en ce moment. Ils ont rien à voir avec la musique, tu vois. Juste que nous, on le sait direct parce qu'on est exposé. D'un coup, t'éteins l'interrupteur, on se dit, ah ouais, il y a un problème avec lui, tu vois. Lorsque quelqu'un de lambda dans la rue qui est en dépression... tu le sais pas, tu vois, presque. Là, tu le sais parce que t'es exposé. Mais ouais, je pense que c'est le stress, les stats. Tu vois, en vrai, les stats, les machins. Est-ce que tu vas remplir cette salle? Ah ouais, pendant 3 jours, t'es en mode tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs-là, c'est les facteurs relous de la vie, mais ça fait partie de la vie. Donc, il faut savoir l'accepter sinon tu joues pas le jeu. C'est comme je disais à Cyril, tu vois, quand il a fait Jones, moi, j'étais sur place et je lui dis, frère, c'est le destin. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Ça se trouve, il te serait arrivé un truc de malade. T'aurais peut-être fait 3 rondes, il t'aurait allumé ou quoi. T'aurais été relou à l'hôpital, t'as 2 enfants, machin. Frère, en vrai, le scénario, il est pas ouf, mais y a rien, t'as aucun bobo, frère. T'as pris ton bif, rentre à la maison voir tes filles et tu enchaînes sur un autre truc, tu vois. Et je lui ai dit, si t'es pas prêt pour ce jeu, ne le fais pas, tu vois. Et c'est marrant parce que je lui donne des conseils alors que moi je suis pas du tout son échelle est déjà 15 fois plus grosse que la mienne, tu vois. Mais je pense que c'est pas une question d'échelle. Du coup, je lui parle, tu vois. Moi je pense que c'est pas une question d'échelle, c'est une question de vécu. En fait, ce que t'as traversé. Mais c'est ça. C'est même les haters qui lui sont tombés dessus, des trucs comme ça. Moi je lui dis, gars, elle était sur son petit nuage en mode trop bien, ça. Je dis, frérot, là tu kiffes ta life, mais tu vois, il y a un moment ça sera pas bon. Je voulais pas lui mettre du noir dans la tête. Je dis, tu vas voir, sois prêt pour ce moment, s'il te plaît. Parce que tu verras que ça n'arrive jamais d'être au top toute sa vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois, en fait, la phrase « on n'est jamais arrivé au bout de ses peines », elle n'a jamais été aussi... Mais c'est réel. Il n'y a pas de... Non, la vie, c'est pas que des hauts. C'est impossible. Je connais personne. Que ça soit... même si tu as beau être extrêmement riche, tu peux être triste de ouf. D'ailleurs, ils nous ont appris, ces gens très riches, à quel point c'était pas le facteur même pour être heureux. Tu vois, c'est pour être en sécurité ou en liberté, oui. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas être... Non, ça veut rien dire. Il faut juste être en accord avec soi-même, savoir qui tu es vraiment et donner des bonnes choses aux gens, tu vois, au maximum. Même si tu as des déceptions, juste essayer d'être bon, tu vois. C'est tout, en vrai. Et d'apprendre tous les jours sur des trucs. Pour moi, c'est vraiment ça. Je me suis dit, en plus, c'est quoi, ça fait 1 mois que je me dis que cette phrase, elle résonne dans ma tête. Genre, si t'apprends pas tous les jours dans ta vie, tu te fais chier de ouf. Tu te fais chier de dingue. Et pour moi, ça fait partie du bonheur. C'est pas le travail qui fait partie du... Il y en a qui disent que le bonheur, c'est le travail et tout. Non, c'est d'apprendre. Apprendre des choses, tu vois, c'est ça. Nourrir sa tête tout le temps, tu vois. Parlons d'un sujet un peu plus léger. T'as parlé de Call of, là. C'est quel bail? Comment ça se passe? Pourquoi tu te mets pas au stream? Tu te mets au stream? Mais ça existait pas à l'époque. Ouais, je sais. Mais alors, je me dis à l'époque, mais là, aujourd'hui, bam, stream, Call of. En fait, ça prod en même temps. Je me suis déjà dit, je peux faire des streams, tu vois. J'aime bien divertir les gens. Dans le privé, j'adore divertir les gens. Mais je sais pas si j'ai envie de donner ça en mode full public, parce que j'ai envie de garder un peu mon intimité, tu vois. J'ai pas envie de trop donner, parce que moi, en vrai, dans la vraie vie, je suis un clown de malade. Genre, je dis des conneries tout le temps, tu vois. Gars, si tu voulais changer de carrière, t'aurais dû penser à ça, hein? Ouais, de ouf. Mais tu sais qu'avec Cyril, quand on était petits, on faisait des vidéos webcam. On a fait au moins 500-600. 500-600? Ouais, sans mentir, 500-600 vidéos. On fait les clowns, on tape des barres, tu vois. Des barres. Avant l'heure du YouTube, tu vois.
C'est lourd. On était tout Mais ça petits, se on trouve, ça faisait va des se refaire, conneries, hein. on faisait des playbacks sur This is la peste quand il avait sorti un projet, tu vois, il y a trop de trucs. Mais tu blagues, mais moi, quand je vois le personnage, parce qu'il a fait en plus un film, là, un film grave drôle. Il était figurant, là. Ouais, où il est au tout début, là. Ouais. Nouveau riche, non? Ouais, je crois que c'est Ouais, ça. je crois que c'est ça. Ce film, c'est des conneries. Ouais, il est connerie, du bout en bout, il est conneries de ouf. Ouais, de ouf. Mais en fait, il y a un truc, c'est que quand je vois Cyril Gann et quand je vois ta personnalité, je me dis, mais la vie est longue. Hein. En vrai. Ouais. En vrai, il y a un moment donné où, tu vois, lui, il existe. En fait, la marque Cyril Gann existe et va exister même quand il va arrêter. Je sais pas quand est-ce qu'il va arrêter, peut-être qu'il va continuer encore très longtemps, mais le jour où il arrête ou s'il met un petit peu comment le MMA de côté, il est là, il est drôle, il est déjà dans les films et tout ça. Toi, de ton côté, en vrai, t'es un mec grave happy. Enfin, moi, je le vois, t'as cette énergie-là. Ouais. À un moment donné, il y a un truc à faire. Soit une chaîne Twitch. Oui, tu peux avoir une nouvelle peau qui s'installe. On sait pas de ce que demain est fait. Dans 5-6 ans, vous êtes là, vous ouvrez un truc, c'est drôle et tout. En plus, la photo. Alors, je te le dis, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la photo que vous avez faite, où toi, t'es debout, t'es comme ça avec les gants et avec son. Ça, c'est quand il avait ramené la ceinture intérimaire. La ceinture, exactement. Et que lui, il est accroupi avec le téléphone comme ça. Ouais. Je dis, putain, les carrés. J'ai regardé le bail avec, tu sais, il est en train d'appeler, tu vois, avec son téléphone. Ouais. J'ai kiffé. Mais frère, nous deux, si tu nous laisses dans une pièce, on est des galères, frère. Putain. Genre, on te laisse pas respirer. Genre, on est des Mongols, vraiment. On est en mode. On fait tout le temps le con. Mobius, il le sait, il était là, mon frérot Mobius qui est ici, qui a fait le clip, qui a fait le clip de REP avec Ruki. Ouais. Et Cyril était dans le clip. Et toutes les conneries qu'on faisait, même lui, au bout d'un moment, il comprenait plus toutes les conneries, tu vois. Il disait c'était trop. Mais c'est trop, c'est vraiment trop. Ce serait des Ce que tu vois de Cyril dans ses interviews, dans ses trucs où il fait des chœurs, des machins, et danse, gars, c'est lui, frère. Il est vraiment comme ça. Mais c'est lui, frère. Ouais, mais c'est mortel. Et c'est ça qui est important, c'est d'être soi-même. Parce que si tu commences à être fake et tout, les gens, ils vont dire, ah ouais, trop bien. Mais en fait, ils vont capter que t'es une demeure, frère. Ouais. Ça sert à rien. Et puis en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, au bout d'un moment, t'es cramé, quoi. C'est pas terrible. De ouf. Et du coup, là, t'es sur Hard. On revient sur Hard. Ouais. D'ailleurs, excuse-moi, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est plutôt Shaggy, je trouve qu'il y a une vibe Pierre Bourne. C'était pas Plaza. Ouais, bah de ouf, l'instru, de malade. Ouais, instru de Infamous Louis. Ah, c'est pas moi la prod, ouais. C'est Infamous Louis. Okay. Ouais. Mais celle-ci, ouais, de ouf. Ok. Inspire Pierre Bourne, la prod de ouf. À fond. Ouais. Parce que je regardais mes notes en même temps. C'est la plus vieille du projet d'ailleurs. D'accord, ok. Avec REP et de Ruki, c'est les deux plus anciennes. C'est les deux plus anciennes. Ouais. Et comment t'as choisi tes featuring, globalement? Comment j'ai choisi mes featuring? Alors, Ruki, bah, j'avais fait une session studio avec lui pour son projet en tant que compo. Ouais. Et par la même occasion, j'avais ce son-là, la REP, j'avais un couplet ouvert, je lui ai dit très chaud d'être dessus, il m'a dit vas-y direct. Il a posé. J9, pareil, j'ai fait beaucoup de sessions chez moi de prod pour lui. Et je lui ai proposé aussi d'être sur le projet, il m'a dit vas-y. À la base, c'était pas ce track-là, on a un autre son. Et moi, avec le temps, j'aimais moins. Et il avait un solo de lui que j'avais produit, donc qui est Diamant. Okay. Et il le gardait pas. Et du coup, j'ai essayé un couplet dessus et il m'a dit vas-y, let's go. Et il est dessus. Okay. Et ensuite, les deux carrés, c'est. Il y a Icy Twat. Ouais. Tu connais Icy Twat ou pas? Non. Il faut que t'écoutes. En fait, j'ai toujours vu son blaze et j'ai jamais su le dire. Il est tellement fort, gars. Ok. Écoute, c'est très chaud en termes de prod. C'est incroyable. Ok. Mais lui, à la base, c'est un producteur. Ok. Tu vois. Parce que son blaze, il est signé chez Auge. Son groupe, il a un groupe qui s'appelle Totwat, qui est signé chez Auge, le label d'Essai Rocky. Ouais, si. Attends. En fait, ce blaze, je l'ai vu 1 milliard de fois. Non, mais faut l'écouter, faut pas le voir. Parce que c'est vraiment chaud, frère. C'est vraiment lourd. All right. Il est vraiment bon. Ok, je vais écouter ça. Tu vois, quand il m'a dit, il fait yo, I'm telling you, this nigga is a future. Non, il est chaud. Non, je vais aller écouter ça. Et t'as toujours l'ambition de t'exporter internationalement en termes de. Compo, ouais. Ah, de ouf. Ouais, là, je pense là, ils ont besoin de toi, là. Je sais pas s'ils ont besoin de moi parce qu'ils ont déjà des prods de malades, tu vois, mais ouais, je kifferais. Hein. Ouais. Je vais retourner à New York, je pense, cette année. Ouais. Faire des connexions en studio et tout. Là, mais quand t'as été pour tourner les clips de. C'était Shaggy, je crois, que t'as tourné là-bas? Non, c'était Plaza. Et c'était Dans le vide. Dans le vide. Ouais. T'as eu l'occasion en même temps de rencontrer des artistes sur place? Ouais. J'ai rencontré Dash. Ok. Tu vois qui c'est? C'est vraiment OG, toi. Non, mais Dash, gars, c'est Roi sans couronne, lui, par contre. Ouais. Il est trop fort. Dash, le neveu de Damon Dash. Tu savais? Non, alors moi, je confonds. Dans OG, il y avait un artiste qui s'appelait comme ça. Dans quoi? Dans OG, le label de A$AP Rocky. Il y avait un artiste qui s'appelait comme ça. Ouais. Ah, je savais pas. Ça se trouve, il était dedans. Attends, je me trompe. Ça se trouve, il était dedans. Il rappait avec un gars beaucoup qui s'appelle Retch.
Et c'était tout le temps habillé en polo raflo de l'ancienne. Peut-être que je me trompe. D-A-S-H. D-A-S-H. Ouais. C'était un artiste qui était un peu asiatique, je crois. Oui, c'est ça. C'est le neveu de Dame Dash. Oui, c'est ça. Ah, je savais pas. Ouais, c'est le neveu de Dame Dash. Ouais, bah lui, il était signé chez OG, je sais pas si c'est encore le cas. Ouais, peut-être. Et je l'avais connu à l'époque avec Max O'Crim. Exactement. Que je suis à fond. Sur Fetty avec Playboy Carty. Voilà, c'est ça, on parle bien du même. Ouais, ok, t'étais avec lui du coup. J'étais avec lui en studio. Ouais. Et du coup, session chambée. Hein. Ouais. Il a pris plein de prods. Et je me souviens, c'était marrant parce que la session de base, c'était pour faire une compile pour un shop de New York. D'accord. Et c'est son frère qui le tient, qui tient ce shop qui s'appelle Lams New York. Okay. Et du coup, j'ai un poteau à moi qui m'a fait la connexion là-bas. Et ils m'ont dit, viens à la session studio et tout, on va voir ce que tu donnes, le Frenchie. Tu vois, à la limite, je te jure, c'était limite ça. Tu vois, ouais. Et du coup, j'y vais. Gros, je rentre, je suis dans les studios où ils ont fait tous les deep sets. Terror Squad, HNT, Jay-Z, c'est le même studio. C'est... Comment il s'appelle ce studio? Je pourrais pas te dire le nom, mais il y avait toutes les plaques sur le mur, frère, de tout ce que j'ai écouté quand j'étais jeune. Putain, je connaissais le nom. T'étais pas venu au studio, toi, dedans? C'est le studio Jay-Z, il enregistrait là. Ouais, bref, ouais, j'ai pas le nom là. Mais c'était fou, hein. Et tu rentres, ça fait un peu boui-boui vite fait, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc street de ouf hein, aussi en même temps. C'est pour ça, je crois. Street de malade. Ouais. Bref, tu rentres, t'as un escalier, tu descends l'escalier et t'as une porte sur la droite direct. Je suis venu tout seul. J'ouvre la porte. Gars, je me prends, je sais pas, 45 mecs dans le studio. Oh, putain. En mode à droite, t'as une estrade, comme au cinéma. Ouais. Tu vois, estrade de boug remplie comme ça. Boum. En face, canapé rempli. 3 canapés remplis en face. Derrière, canapé rempli. Et à gauche, le bouffe de l'ingé avec écran plat géant au-dessus. Et sur le côté, des tubes cathodiques avec les anciens Smash DVD qui passaient. Et en face, t'avais le NBA de la soirée, tu vois. Et t'as le rappeur qui est là, qui me check et tout. Ah, mon gars et tout, t'es là, lourd, nan. Le son extrêmement fort, frérot. Moi, j'écoute déjà très fort, mais là, c'était genre trop. Et je me prends une vibe tellement américaine, frère. Mais je te jure, j'y suis allé plein de fois aux États-Unis. Ouais. Mais là, je me suis vraiment pris une vibe carry de malade, tu vois. Et au bout d'un moment, il écoute ses sons, nan. Au bout d'un moment, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, mon gars, c'est à ton tour. Genre, comme dans les films, cliché de ouf, tu vois. Ouais. Il me dit, mon gars, j'espère que t'as du lourd et tout. Non. Il me passe le jack. Là, je me lève et tout. Il y a tout le monde qui me téma, gros. Et là, je suis en mode, mais ouais, je suis en sueur, là. C'est quoi l'intérêt? Mais je fais le mec serein, tête archi haute et tout. C'est à Manhattan? Non, je crois pas que c'est... Non, c'était pas à Manhattan, non. Faut que je regarde. C'était au nord, là. Attends, je sais plus. Si, c'était peut-être à Manhattan. Mais je suis perdu, moi. Je suis archi nul. Géographiquement, je suis éclaté. Ouais, t'inquiète. Et bref, je me mange une son près, mais quand même, je suis en mode, vas-y, frère. Je suis hal, tu vois, tête levée. La veille, j'avais acheté ma Diams, tu vois, ma bague. J'étais en mode, vas-y, je suis dans le jus. Let's go, tu vois. Et là, je joue mes instrus. La première, il l'entend, il se passe rien. La deuxième, il se passe rien. La troisième, il pète sa tête. Je fais écouter plein de prods. Et il me dit dans l'oreille plein de fois, dès que je mets des prods, il dit, celle-là, tu la gardes pour moi solo et tout, pas pour la compile et tout. Il voulait les garder pour lui, tu vois. Là, t'étais bien, là. Dis, il en a pris plein, frère. Il en a pris plein et tout. Et après moi, c'était le beatmaker, comment il s'appelle, là, le beatmaker de Joey Badass. Comment il s'appelle? Kirk Knight. Ouais. Tu vois? Après, c'était lui qui jouait ses prods. Très grosse prod. Ouais. Très grosse. Très ancienne, lui. Hein. Ouais, mais très chaud. Ouais. Il y avait, tu sais, des instrus sans drum, là, tu vois. Ouais. Un mec, il en avait pour passé. Pour les Griselda, ça, c'est parfait. Ouais, mais gars, c'était vraiment très fort. Moi, je kiffe. Franchement, des grosses prods et tout. Ouais. Et bref, je me suis pris l'énergie de ouf. Tu vois, le gars gardait des prods et tout. Je vais le recapter quand je vais venir. On parle bien de Dash? Ouais, Dash. On parle de Dash. Bah, tu m'as remis dans Dash. Ouais. Et j'ai connecté, du coup, c'est avec un gars émergent qui s'appelle El Custo. El Custo, qui est très bon. Et connexion grâce à Dahomey. Parce que oui, j'ai rencontré Dahomey pour la première fois à New York. Ok, vous êtes vu là-bas? Ouais, pour la première fois, on s'est capté. Ok, lourd. Très bon gars, trop gentil. Feeling, il est passé direct. C'est mortel. Il est venu dans mon clip. On est parti en club après et tout. Bonne connexion de ouf. Tu vas retourner là-bas, tu vas faire ton truc là-bas en tant que producteur. Ouais. Tu reviens en France, tu fais tes concerts, bam bam bam. Ouais, c'est un lifestyle. C'est bien, hein? C'est un petit lifestyle, tu vois. C'est bien ce que je te souhaite. Merci. T'es en train de sourire, t'es là, dire. Ouais. Merci. Non, franchement, c'est bien, je suis content. Franchement, c'est parce que je fais ce que j'aime, encore une fois, que je suis content, tu vois. Ouais, non, mais c'est lourd. Et là, c'est quoi la suite pour toi? J'ai envie d'envoyer, frère. Je te mens pas, j'ai envie d'être justement dans cette mentalité un peu carrée, d'envoyer à mort. Ouais. Tu vois. Ouais. Quand tu vois même des grosses têtes comme Future, quand on voit des 3 projets dans l'année, alors que les mecs, ils ont même pas besoin de ça, en fait, tu vois. Non. Tu dis, mais il faut faire ça, en fait. Ouais. Déjà, en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties de rappeurs, etc.
Mais moi, je suis dans un truc où j'ai envie de faire du son tous les jours. Et s'il faut sortir le son le lendemain que je l'ai fait, j'ai envie d'être dans cette énergie-là, tu vois. Franchement, fais-le. Je te le dis, ouais, point de vue de consommateur, je pense que les artistes, des fois, se contiennent un peu trop. Ouais, parce qu'ils sont dans une logique très marketing, d'image, ils veulent pas se montrer, ils veulent être rares, tout ça. C'est vrai que ça apporte une aura. Ouais, mais il y en a trop dans la française qui font ça maintenant. C'est devenu... C'est too much. Ouais, c'est même plus bon. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, et je vais clôturer là, parce là, toi et moi, on va parler encore des heures. Mais je trouve qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, ce truc de rareté, c'est bien en 2017. T'as PNL, t'en as un ou deux qui le font. Mais globalement, tu vois, les artistes type, je sais pas moi, Damso ou autres faisaient des interviews, tu vois. Et en fait, ils ont apporté ce truc-là de rareté, mais ça correspondait à leur personnage et à leur identité. Ouais. Ils avaient aussi énormément d'audience qui était sur eux, donc pas besoin d'être tout le temps présent. Et dès qu'ils communiquaient, ils communiquaient très fort. C'est ça. Tu vois. Moi, j'aime bien aussi cette logique. Hein. Je kiffe. Ouais. Chez PNL. Sauf qu'il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, à mon avis, qui doivent prouver et qui doivent montrer leur personnalité, oui, vrai, ouais. Et qui doivent être là à faire des interviews, bâtir qui ils sont, et à un moment donné, prendre la parole, tu vois, périodiquement. Et après ça, peut-être quand ils auront suffisamment de public, ils pourront se permettre de faire une interview ou la rareté, vraiment. Je suis d'accord. Kendrick Lamar a des milliers, j'abuse, beaucoup d'interviews. J. Cole faisait à des centaines et des centaines d'interviews, tu vois. Drake en avait beaucoup aussi. Et ça, c'est à cause des Kanye et des Cartier. Et encore, ils en font, tu vois. Kanye fait beaucoup d'interviews. C'est vrai, Kanye fait beaucoup d'interviews. Playboy Carti n'en fait pas, mais lui, Carti, là, il est très bien travaillé. Il est en train d'emmener ce truc-là en France, là, faut faire gaffe, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il devrait plus communiquer. Après, c'est pour les artistes, tu vois. Et moi, je pense que tu vois. Moi, je parle pour la France. Oui. Ceux qui veulent s'identifier à Cartier en mode extrêmement rare, les gars, tranquilles, tu vois. Genre. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est ça. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Bah, moi aussi. Pour toi, je te souhaite le meilleur aussi. Merci beaucoup. Je te trouve très talentueux. Merci, je te suis depuis l'époque. Ça fait plaisir. On a les mêmes références. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère te recevoir au prochain projet aussi. Voir l'évolution. Ramène Cyril aussi. Si vous voulez être de rigoler, là, avec plaisir. T'as pas fait de basket avec lui parce que ça se trouve, il était avec nous. Hein. Peut-être, mais je me rappelle plus. Je vais essayer de toi parce que t'as parlé de Essay Proki et de Peso et du coup je t'ai suivi et du coup j'ai kiffé ce que t'as fait. Mais peut-être qu'il était là. Peut-être ça qu'il se peut. Hein. Ouais, de ouf. C'est des beaux tomards. Hein. Ah ouais. Ah c'est un basketteur, Jay. Ah ouais, il est très fort au basket. Hein. Ah ouais. Il est très très bon. T'as pas vu les vidéos où il tomard? Non. En plus c'est le terrain à Porte des Lilas. J'habitais à Porte des Lilas à l'époque. Et t'as un terrain de basket derrière. Et il avait mis des tomards de ouf. J'avais filmé à l'époque et je me souviens quand c'était contre Ngannou, je crois, son combat. Ouais. J'avais partagé dans ma story la vidéo, elle était devenue virale de ouf. Partagée partout sur les trucs de sport et tout. Cyril, il peut aussi jouer au basket, c'est incroyable. Parce que un truc comme ça, tu m'envoies la vidéo en exclu, je la posterai sur le compte Instagram. Vas-y, on se met cordard. De ouf. Mid-16h, merci beaucoup, on se revoit. Hein. Merci mon frérot. Okay. Ouais, avec plaisir. Yes. Avec plaisir. Cheers. Ciao, ciao.